Marie Neuser, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce tête-à-tête. Je suis très touché. Tu es en notre compagnie pour parler de ton troisième roman, qui vient de paraître aux éditions Fleuve, qui s'appelle Prendre Lily, qui est la première partie d'un diptyque consacré à une histoire extraordinaire. Enfin, extraordinaire dans le sens où c'est une enquête qui a commencé... c'est un fait divers qui prend naissance en Italie en 93 et qui trouve une conclusion. Je pense que c'est pas une révélation de dire qu'il y a une conclusion à cette affaire en 2011 en Angleterre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous êtes arrivé à vous dire ça va être le prochain sujet de mon livre, le prochain sujet de mon roman. Je crois qu'avant tout, il y a ce goût que j'ai, peut-être un peu voyeur, pour les faits divers. Alors j'ai un peu de mal à dire faits divers, j'aime bien dire faits singuliers. Parce que c'est jamais divers, c'est jamais, voilà, c'est jamais lisse tout ça. C'est des faits vraiment singuliers et qui, quand on les lit un peu entre les lignes dans les journaux ou à travers les émissions télévisées, etc., eh bien, on se rend compte qu'au milieu de ces lignes, entre ces lignes, il y a des tragédies grecques, il y a des destins humains absolument bouleversants. Et voilà, moi, j'ai pris connaissance de ce fait divers, de ce fait singulier, parce que je suis italophone et que je suis une émission un peu comme ça sur les personnes disparues en Italie régulièrement. Et où voilà, j'entends parler de cette histoire-là et j'ai été particulièrement bouleversée. Alors peut-être parce que c'était une adolescente au départ dans ce fait divers italien, une adolescente qui disparaissait, peut-être parce que c'était une histoire qui est partie sur 17 ans d'enquête. 17 ans d'enquête foireuse, de rebondissements, de faux témoignages, de choses qui ont usé les policiers, qui ont usé la presse, qui ont usé l'opinion publique. Et voilà, j'ai eu envie, moi, de mettre mon grain de sel et puis surtout de faire apparaître des zones de lumière là où il n'y avait que des zones d'ombre. Personne n'y comprenait rien. Et j'avais envie, moi, de la comprendre à ma manière, à ma propre sauce. Oui, parce que je ne t'ai pas présenté. Tu es enseignante, tu enseignes l'italien à Marseille. Quand on regarde un peu ta biographie, on se rend compte que tes trois romans, il y a quelque chose de très viscéral dans tes trois romans. Le premier, c'est Je tue les enfants français dans les jardins, qui s'inspire de ton expérience dans un lycée. Un collège. Un collège dans un difficile. collège Joseph, ouais, un collège difficile. Ouais. Le second roman, c'est Un petit jouet mécanique, qui s'inspire aussi apparemment de vacances et d'un lieu, hein, d'un lieu que j'aime particulièrement, et qui est un peu mon lieu de cœur et que j'ai transformé en lieu de cauchemar dans le roman, parce que voilà, j'avais envie, moi, peut-être de me protéger un peu, et puis de raconter comment une adolescente de 16 ans, quand on la met dans un endroit qu'elle refuse, parce que c'est la campagne, parce que c'est la solitude, parce que c'est le fin fond du Cap Corse, et qu'elle ne rêve que de New York, et ben voilà, c'est un petit jouet mécanique. C'est le petit jouet mécanique. Elle peut un peu développer un espèce de sixième sens qui lui permet de comprendre la vie peut-être mieux que les autres. Et voilà, donc une adolescente. C'est vrai que l'adolescence, c'est un sujet qui m'intéresse. On revient au sujet de Prendre Lily. Donc c'est un livre qui est consacré à un tueur en série qui se nomme Danilo Restino dans la vraie vie. Restivo. Oui, dans la vraie vie. J'ai mal fait mon V. Et qui dans le roman s'appelle Damiano Solivo. J'ai eu l'occasion de voir un documentaire qui est à disposition sur YouTube. Déjà, c'est un personnage qui est effrayant, complètement. Et ce qui est particulièrement troublant après avoir lu ton livre, c'est qu'on a accès à des images d'archives de ce personnage. Donc c'est les interrogatoires et surtout les fameuses séquences où il le filme dans un parc pour essayer de le prendre. C'est effrayant. C'est une histoire effrayante. C'est une histoire effrayante, mais déjà, justement, puisque toi, tu as vu la tête, physiquement déjà, hein, de ce tueur présumé, c'est vrai qu'il a quelque chose d'absolument effrayant qui ne peut qu'inspirer des esprits un peu tordus comme les miens. Et puis, effectivement, quelque chose qui m'a énormément aidé dans l'écriture du livre, c'est qu'en Italie, on a le droit de filmer des procès. Et régulièrement, dans les émissions un peu comme ça, à grand spectacle, les émissions criminelles, on nous passe des longs passages des procès. Et donc ça, c'est extraordinaire quand on veut vraiment arriver à comprendre, arriver à fouiller dans les tripes d'un personnage.
de voir comment il est capable, alors ça c'est évidemment c'est mon point de vue, de mentir. Voilà, comment on ment, comment on manipule, et comment finalement, eh bien, tout en étant un tueur désigné par toute l'opinion publique d'un pays, on peut s'en sortir. C'était une véritable volonté d'ancrer votre roman dans ce type de polar historique, parce qu'on appelle ça des polars historiques. David Peace, qui a fait sa trilogie, James Ellroy, dont tu es fan, qui a fait entre autres le Dahlia Noir, qui se base sur un fait divers qui a existé et qui met en scène des personnages fictifs, si je ne me trompe pas. Il y avait une véritable volonté de creuser dans ce type d'univers ? Il y avait une volonté, je crois, tout simplement parce que je ne suis pas un auteur de polar proprement dit, et j'admire beaucoup les auteurs de polar qui ont cette habileté à inventer, à raconter des enquêtes et à nous tenir comme ça sur le fil pendant des centaines de pages de rebondissements et de choses très carrées sur des enquêtes, sur la vie de flics, etc. Moi, je n'ai pas cette habileté-là et je n'ai pas du tout cette culture-là. Donc c'est vrai que ça m'a énormément aidé de me verrouiller comme ça, de m'ancrer sur ce qui m'était offert par la réalité, qui m'était offert par tout ce que j'ai pu trouver dans la presse, dans ma reconstitution de l'enquête. J'avais les faits, et là, mon imaginaire de romancière m'a fait tricoter entre les faits, m'a fait inventer des personnages, m'a fait me servir de personnages existants en leur inventant des motivations, des actes. Mais c'est vrai que j'ai énormément tenu à rester très très fidèle aux faits de l'enquête. Et surtout parce que ces faits de l'enquête étaient suffisamment délirants pour être pris tel quel. J'ai horreur de cette phrase qui dit la réalité qui dépasse la fiction. Mais là, on est vraiment dans une réalité judiciaire qui est, comme on dit chez moi à Marseille, du délire en branche. Mais il y a un challenge dans l'écriture qui est assez intéressant, c'est que dès les premières pages du roman, on est donc le narrateur, c'est Gordon. Il sait, au fond de lui-même, c'est viscéral, il sait qu'il tient le coupable, mais il ne peut pas le prouver. C'est exactement comme ça que ça s'est passé dans la réalité. C'est-à-dire que les flics, autant en Italie, ce qu'on comprendra dans le tome qui sortira l'année prochaine, qu'en Angleterre, savaient dès le premier jour qui était le coupable. Et toute la question pour eux a été de savoir comment on allait pouvoir le coincer et surtout pourquoi il s'était adonné à ces actes-là. Et c'est ce que j'ai voulu rendre, le comment et le pourquoi, plus que le qui. Le qui ne m'intéresse pas finalement. Les romans à énigmes, de savoir qui a fait le coup, ça ne m'a jamais réellement intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans les tripes de quelqu'un, dans les viscères d'un personnage et de décortiquer le pourquoi et le comment. On parle de challenge donc dans l'écriture parce que dès le début, vous donnez une information importante. Enfin, à ce moment-là de l'histoire, il faut accrocher le lecteur. Pour accrocher le lecteur, il faut un bon personnage. Donc je crois avoir lu dans une interview que tu as dit qu'une fois que tu avais trouvé la bonne voie, ça s'était débloqué. Quand on prend le fil rouge de ta bibliographie, dans les 3 romans, c'est des personnages, les narrateurs, ils parlent à la première personne. C'est difficile de ne pas créer un lien entre toi et Gordon. Pour moi, Gordon, c'est ton avatar littéraire. C'est un enquêteur qui est habité par les victimes de ces meurtres, qui n'arrive plus à s'en sortir. On voit déjà une première forme de mise en abîme avec l'écrivain qui est hanté par son histoire et qui se sert de l'écriture pour essayer d'exorciser ses démons. Gordon exorcise ses démons. Donc pour moi, Gordon, c'est Mary Neuser. Alors c'est vrai que quand je me levais le matin et que je me regardais dans la glace en essayant de m'imaginer sous les traits d'un flic anglais de 45 ans, c'était un peu difficile au début. Et puis petit à petit, c'est vrai que je me suis complètement glissée sous son uniforme, on va dire. Je ne veux pas faire de jeu de mots, voilà. Et je pense que j'ai réussi à écrire, à imaginer, et ben voilà, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais Gordon, si j'étais confrontée à cet obstacle dans mon enquête, avec mon obsession, avec cette morte qui m'obsède, qui vit comme un fantôme chez moi entre mes murs, qui m'empêche de mener à bien mon histoire d'amour, qui m'empêche de mener à bien ma quête professionnelle, etc. Qu'est-ce que je ferais ? Ben voilà, je penserais ceci, je ferais cela, je réagirais comme ceci, comme cela. Voilà. Donc j'ai essayé vraiment de rentrer dans la peau de Gordon, mais je crois qu'il est quand même très très loin de moi, ce Gordon. Alors j'ai deux dernières questions.
On parle de mise en abîme, une première mise en abîme en disant que Gordon pourrait être votre avatar littéraire, ton avatar littéraire. Et il se trouve qu'au cours du roman, Gordon rencontre une romancière au regard doux, sous une frange enfantine, qui est italienne et qui est en train d'écrire son 3e roman. C'est troublant. C'était histoire de faire une petite pirouette à la fin, parce que ce Gordon, je l'avais amené un peu au bout de sa quête, et puis d'une manière, je l'avais ramené en bas, en fait, comme le mythe de Sisyphe dont je parle au début du livre, où il faut monter le rocher jusqu'en haut, puis le rocher dévale la pente, et tout s'écrase en bas, et Gordon, à ce moment-là, à la fin du livre, il est en bas. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas le laisser là-dedans quand même. Il a tout perdu, je vais quand même lui apporter un amour, quelque chose, une compagne. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, finalement, lui qui a tout perdu à cause de son obsession, la seule personne qui peut lui convenir, c'est la personne qui aussi est obsédée par l'affaire et qui connaît l'affaire sur le bout des doigts, peut-être même mieux que lui. et donc, ça ne pouvait être que moi, ça ne pouvait être que l'auteur, finalement. Voilà. Une dernière question, donc prendre Lily est un diptyque, prendre Gloria va sortir l'année prochaine, il va nous raconter tout le pan italien de l'affaire. Je suppose que vous êtes déjà en train de travailler sur un nouveau roman, donc. Je suis déjà en train de travailler sur un nouveau roman, mais c'est toujours pareil, je crois qu'être en train de travailler sur un nouveau roman et puis aboutir un roman, c'est 2 choses complètement différentes. Donc je noircis des pages, je gratte du papier, mais je ne sais pas du tout où ça va m'amener. Une fois de plus, je crois que je vais changer de style, je vais me couler dans autre chose. Je suis partie sur un monologue intérieur d'une femme. Voilà. Je crois que ça sera très très noir. Mais bon, voilà, j'en dis pas plus parce que est-ce que ça verra à la fin, ça je ne peux pas le dire aujourd'hui. Marine Neuser, merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Donc, votre 3e roman est disponible aux éditions Fleuve Éditions. Les 2 premiers formats chez Pocket. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur le blog de la Griffe Noire, lesdéblogueurs.tv. Merci à vous.